Je le disais, pour celles et ceux qui nous rejoignent en direct sur Twitch ou qui nous regardent en replay sur YouTube, on est ici à l'événement organisé pour les 130 ans de la CGT en direct depuis le parvis de la mairie de Montreuil. C'était important pour la CGT d'organiser un événement pour ces 130 ans, Sophie ? Oui, c'était indispensable. Demandez parler dans le micro. Voilà, je m'installe en fait. Pardon. Oui, c'était indispensable parce que en fait, ces 130 ans, c'est l'occasion de rappeler un certain nombre de choses, à commencer par le fait que toutes les conquêtes sociales, tous les droits sociaux dont on dispose aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est tombé du ciel. Ils ont tous été arrachés par les luttes et par le syndicalisme et singulièrement par la CGT. Ça, c'est important de le rappeler parce que c'est comme ça qu'on peut se projeter dans l'avenir. Et d'ailleurs, quand on regarde les périodes dans lesquelles on a le plus gagné de conquêtes sociales, 1936, 1945, 1968 par exemple, c'est les périodes où on a le nombre de syndiqués le plus élevé. Plus on a de syndiqués, plus on a de rapports de force, plus on a de droits sociaux. Donc ça, c'est un signal pour aujourd'hui. On voulait revenir avec toi sur le combat des travailleurs d'ArcelorMittal, un combat d'actualité. L'entreprise veut supprimer 636 emplois. ArcelorMittal estime que la filière acier n'est plus assez compétitive, notamment à cause des normes environnementales et de l'objectif de décarbonation. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, s'il te plaît, les enjeux de ce dossier important ? En fait, l'acier, c'est central pour l'industrie. On ne peut pas avoir d'industrie sans acier parce que toute l'industrie commence par la production d'acier. Et donc, ArcelorMittal, pour comprendre la situation, il faut faire un peu d'histoire. Il faut revenir à 2006, quand Mittal a fait une OPA sur Arcelor et a racheté Arcelor. À l'époque, Mittal s'était engagé à ne fermer aucun site. C'était il y a 20 ans. Depuis, Mittal a fermé la moitié des sites français d'Arcelor. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement 636 emplois qui sont en jeu. La question, c'est l'avenir même de l'acier en France, parce qu'on sait que si on laisse Mittal supprimer ces 636 emplois, derrière, c'est tout l'acier qui va fermer en France et en Europe, puisque aujourd'hui, la stratégie de Mittal, c'est de délocaliser la production d'acier au Brésil et en Inde. Ils ne le font pas aujourd'hui directement parce qu'ils ne sont pas encore capables de le faire. Ils ont besoin de produire de l'acier vert, c'est-à-dire décarboné. Et donc, ils ont encore besoin de 5 ans pour faire monter en technologie leurs usines. Et donc, c'est une fermeture qui est programmée à terme pour dans 5 ans. Et c'est pour ça que la CGT tire la sonnette d'alarme maintenant, en disant c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que si on laisse faire ces 636 emplois, derrière, c'est sûr que c'est tout l'acier qui va plier bagage de France et d'Europe. Et donc la solution qu'on propose, elle est simple. C'est d'abord, dans l'immédiat, de nationaliser pour protéger l'acier français. C'est ce que font les Britanniques avec British Steel en Grande-Bretagne. Les Italiens ont fait quelque chose d'assez similaire face à ArcelorMittal. Ils ont mis sous tutelle une aciérie pendant 1 an et comme ça, ils ont eu le temps de trouver un repreneur. Et puis, à moyen terme, ce que nous disons, c'est qu'il faut construire un géant européen de l'acier. Et donc, il faut qu'on invente une forme de nationalisation européenne avec plusieurs États qui rentrent au capital pour nous permettre de reprendre la main sur l'acier européen. Alors, sur la nationalisation d'ArcelorMittal, Emmanuel Macron a fermé la porte. Il a argumenté en disant que ce serait, je cite, dépenser des milliards d'euros. Il préfère donner des garanties de développement à l'entreprise et à une réponse européenne. Qu'est-ce que tu lui réponds à Emmanuel Macron ? En fait, d'abord, la nationalisation, ça coûte autour de 1 milliard d'euros, donc c'est pas si cher que ça, sachant que l'État s'était déjà engagé à signer un chèque de 850 millions d'euros pour les investissements d'ArcelorMittal, donc on y est presque. Et puis, le problème, en fait, c'est que le débat qu'on a avec la vision industrielle d'Emmanuel Macron, c'est pas seulement un débat budgétaire. Aujourd'hui, la politique industrielle d'Emmanuel Macron, elle est hyper coûteuse parce que c'est 200 milliards qu'on donne chaque année à nos entreprises sans condition ni contrepartie. Et là, nous, ce que nous disons tout simplement, c'est la première des choses qu'il faudrait faire, c'est ces 850 millions d'euros que l'État s'est engagé à donner. Au lieu de faire un chèque en blanc, comme il est prêt à le faire, ce qu'il faut, c'est rentrer au capital pour comme ça avoir un levier d'action sur l'outil industriel. Et en fait, le point de désaccord avec le gouvernement français et la politique macroniste, il est là, c'est que l'État, Emmanuel Macron, refuse d'agir sur l'économie pour laisser la bride sur le cou aux multinationales et leur laisser faire la pluie et le beau temps. Et pourquoi est-ce qu'il refuse de faire ça ? Parce qu'il ne veut pas faire peur aux investisseurs. Vous vous souvenez peut-être, en octobre dernier, il y avait l'histoire de la cession par Sanofi de Doliprane, un fleuron français. Cession à un fonds américain.
Et à l'époque, on a été très nombreux et nombreuses à dire que l'État pouvait agir parce qu'il a la possibilité, par décret, d'empêcher la vente d'actifs stratégiques. C'est le cas pour Doliprane. Emmanuel Macron a refusé de le faire et il a expliqué que c'était pour ne pas faire peur aux investisseurs qu'il ne faisait pas ça. Donc le problème, il est là. Safia ? Oui, bonjour Sophie. Bon, on ne se connaît pas, mais je permets de tutoyer. On est syndicaliste, d'accord. Parfait, entre camarades, on se tutoie alors. Entre camarades, on se tutoie. Mais en fait, ce qui me paraissait important de dire, premièrement, la remise en contexte sur la dynamique d'ArcelorMittal, elle est importante. Moi, j'aurais dit que c'est une Trumpisation en fait du contexte actuel, où en fait, on a des ArcelorMittal, des entreprises qui se permettent de remettre en question tout un environnement industriel dans un pays pour leur profit, pour des dynamiques en fait de délocalisation, etc. Je pense que dans le contexte de l'élection de Trump, c'est extrêmement prenant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont ils vont essayer de capitaliser sur la question écologique pour pouvoir se permettre d'aller délocaliser ensuite. Ensuite, tu es revenu sur le fait que la nationalisation d'État, elle a été refusée par Emmanuel Macron. Jean-Pascal Delesco de l'UDCGT Nord, face à ce contexte, il a proposé la nationalisation sous contrôle ouvrier en rappelant une chose qui, à mon sens, est important, c'est que de toute façon, entre guillemets, c'est pas le service RH d'ArcelorMittal qui sait faire de l'acier, ce sont les ouvriers d'ArcelorMittal qui savent faire de l'acier. Est-ce que, face à la décision de Macron, la solution, ce n'est pas d'appeler à la nationalisation sous contrôle ouvrier ? Oui, bien sûr. De toutes les manières, notre vision de la nationalisation, c'est celle-là. Nous, on veut que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui décident, et nous défendons ça d'ailleurs pour l'ensemble des entreprises, y compris celles qui ne sont pas nationalisées. La bataille, c'est qu'on ait des leviers d'intervention stratégiques sur les entreprises de l'intérieur. Nous voulons pouvoir, par exemple, contrôler les aides publiques. Ça serait super simple. Il faudrait mettre un avis conforme des CSE pour qu'on puisse avoir un droit de veto sur les aides publiques, par exemple. Nous voulons pouvoir intervenir, bloquer des cessions, des rachats pour des entreprises. Et en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui sur l'industrie, c'est que les salariés, on est sur des strapontins. On n'a pas de droit d'intervention sur les orientations stratégiques. Ce que nous disons, c'est que les richesses, c'est nous qui les produisons par notre travail. Nous devons avoir des droits pour les orienter vers le progrès social et environnemental. Et notre slogan à ArcelorMittal, c'est « On peut faire du métal sans Mittal ». L'un des arguments aussi d'Arcelor, c'est ils mettent la pression sur Bruxelles pour que ce soit Bruxelles qui finance la décarbonation des usines. Est-ce que l'Europe doit céder à ce chantage ? Non, évidemment. Ce qu'il faut, par contre, c'est protéger l'industrie européenne. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un problème de dumping social, fiscal et environnemental qui se fait, là, par exemple, avec de l'acier produit à bas coût en Asie. Donc, il faut imposer des droits de douane qui soient modulés en fonction des normes sociales, environnementales et fiscales pour tirer les droits vers le haut. Et puis, il faut aussi, au niveau européen, harmoniser les normes sociales, fiscales et environnementales, parce que je rappelle quand même que le premier lieu de délocalisation, c'est pas la Chine, c'est l'Europe. Parce que les premiers paradis fiscaux sont en Europe, parce qu'il y a des écarts de salaire et de protection sociale très importants en Europe. Donc il faut harmoniser les droits au niveau européen vers le haut, alors que le patronat, aujourd'hui, veut imposer un choc de simplification, soi-disant, mais ça veut dire, quand on dit traduisons-les, ça c'est du langage marketing. Donc il faut les traduire. Simplifier égale revenir sur nos droits et sur les normes environnementales. Et donc c'est ça que le patronat veut faire aujourd'hui. Et donc c'est un non-sens complet parce que ça va augmenter au contraire les délocalisations et la concurrence internationale. Emilio ? Bonjour Sophie, tu as dit le mot aide publique, pardon. Aide publique, il y a une commission d'enquête qui tombe à pic, il y en a deux en réalité, mais il y a celle donc, du sénateur communiste qui se trouve être par ailleurs le directeur de l'UMA, Fabien Gay, sur les aides publiques aux entreprises. Il y a aussi la commission du député écologiste Benjamin Lucas sur les licenciements. Je crois que tu as été auditionné par les deux. C'est 200 milliards d'euros par an, sans conditions ni sociales ni environnementales. Et toi, quel bilan tu tires de ces aides publiques aux entreprises ? D'abord, ça coûte un pognon de dingue. Il faut le dire, en reprenant les termes de notre méprisant de la République. Et ensuite, ces aides publiques, elles n'ont pas toujours existé, en fait. Ça a été multiplié par 10 en quelques années. Mais il faut les garder. Comment ? Il faut en garder des aides publiques, ou pas ? En fait, il faut les conditionner, les cibler, les évaluer. Par exemple, aujourd'hui, toutes les entreprises bénéficient d'aides publiques, soi-disant parce qu'en face, il y a la concurrence internationale.
Mais toutes les entreprises ne sont pas exposées à la concurrence. Le premier bénéficiaire des aides publiques en France, c'est la grande distribution. En quoi est-ce que la grande distribution a besoin d'aides publiques ? Pas du tout. Et puis ensuite, c'est juste un scandale de donner des aides publiques à des entreprises qui licencient. Sanofi a embauché 1 milliard d'euros de crédit impôt recherche en 10 ans et dans le même temps a divisé son nombre de chercheurs par 2. C'est pas possible ça. Donc il faut cibler les aides sur les entreprises qui en ont besoin, à savoir les plus petites et celles qui sont exposées à la concurrence, et surtout les assortir de conditions sociales et environnementales pour comme ça pouvoir transformer l'outil productif. Et puis je pense qu'il faut baisser le volume. 200 milliards, c'est une catastrophe. Là, on est sur une drogue dure quand même. Il faut que le patronat se sèvre. Mais si elles sont pas respectées, justement, imagine demain, il y a les conditionnalités qui sont mises en place. Elles sont pas respectées. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'elles remboursent, ou est-ce que c'est comme les socialistes, des prises de participation du coup dans la boîte Et oui, il y a plein de moyens. Ça peut être d'abord le remboursement. Et puis déjà, rien que le fait de stopper l'aide, c'est un vrai signal. Et donc c'est pour ça que nous, une des choses toutes simples que nous demandons, c'est qu'une entreprise ne puisse toucher d'aide publique que si les représentants du personnel le valident. Ça, déjà, ça permet de mettre un petit contrôle social et environnemental et ça permet aussi qu'on soit informé. Parce que souvent, on n'est même pas informé du montant des aides publiques que touche notre propre entreprise et de ce à quoi, soi-disant, elle se serait engagée. Thomas ? C'est le scandale national dont on parlait tout à l'heure, 200 milliards, Sophie l'a extrêmement bien expliqué. Il y a les deux parties, les aides directes ou indirectes aux entreprises en fonction des investissements, et de l'autre côté, toute la partie exonération de cotisation. On a beaucoup insisté tout à l'heure sur la question du brut et du net. On a aussi insisté sur le fait que, par exemple, les jeunes, puisque c'était ta question de tout à l'heure, ils s'en fichaient totalement, ils voulaient de l'argent maintenant, etc. Les salaires sont trop bas, donc il faut augmenter les salaires. Et les jeunes ont raison d'avoir comme première préoccupation, comme la population, d'augmenter les salaires. Mais quand on discute avec des jeunes, puisque c'est ce qu'on a fait toute la journée notamment, quand on discute, toutes et tous, ils sont confrontés au chômage et à la précarité, et ils se rendent bien compte que s'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de droit, et c'est pour ça qu'on valorise ces éléments-là. Le salaire net, c'est pour le mois, et le salaire brut, ça donne des droits. Et ce salaire brut-là, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales, et c'est ce qui est de plus en plus exonéré, comme on vient de le dire, où moins bien tu payes les salariés, plus tu as des aides publiques aux entreprises privées, sans contrôle, sans contrepartie et sans rien savoir de ce qui s'y fait. L'État s'est engagé financièrement dans le projet de reprise de la papeterie Chapelle d'Arblay en Seine-Maritime, ce qui va permettre de sauver 200 emplois. Comment est-ce que vous avez décroché cette victoire ? Eh bien, en 2096 jours de lutte, donc grâce à... On peut les applaudir ? On peut les applaudir très fort. Et ils vont être là tout à l'heure pour raconter cette lutte, donc restez là, vous l'entendrez de leur bouche. Comment est-ce qu'on fait ? C'est la victoire des 217 PapChap, parce que c'est 217 salariés qui travaillaient dans cette usine. C'est l'acharnement des 3 délégués CGT qui a payé parce qu'ils n'ont pas lâché pendant 5 ans. Et puis ensuite, comment on a fait ? On a construit des coalitions larges, notamment avec les élus locaux qui ont joué un rôle important dans cette mobilisation. Et surtout, on a construit un contre-projet CGT. Moi, ce qui m'impressionne dans la lutte syndicale et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, les militants syndicaux, on est spécialistes en économie, en fiscalité, en droit, en industrie. Et là, en l'occurrence, Chapelle d'Arblay, c'est la CGT qui a construit le projet industriel, qui est allé chercher des investisseurs, qui a construit aussi le projet environnemental, parce que ce qui est super avec cette histoire, c'est que là, c'est un projet qui coche toutes les cases d'un point de vue environnemental. Ça évite que le papier que nous produisons en France parte se faire recycler en Allemagne, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça va limiter les camions sur les routes. Le papier va être recyclé en France. Et puis ensuite, dans le projet, on a travaillé le fait que la chaleur de l'usine soit utilisée pour chauffer toute l'agglomération autour, avec les villes, pour le réseau de chaleur. On a travaillé une chaudière à la biomasse, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail très fin. Et c'est vrai que je trouve que de ça, on en parle très peu en fait quand on parle du syndicalisme. À la télé, on voit le syndicalisme que quand on bloque entre guillemets certains secteurs, mais tout ce travail du quotidien, on n'en parle jamais. Alors c'est ce qui fait la vraie richesse de l'action syndicale. Notre slogan à la CGT, c'est « Tout est à nous ». Et finalement, Chapelle d'Arblay, comme toutes nos luttes, ça montre ça. Nous, notre objectif, c'est de jouer sur tout le terrain de jeu. Certainement pas de rester sur le banc de touche, on rentre sur le terrain. Et puis sur le terrain, on joue pas seulement en défense et dans les buts, on occupe tous les postes, évidemment les postes d'attaquants,
Et puis, pourquoi pas l'arbitrage? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les règles du jeu sont totalement déséquilibrées. C'est pas normal qu'il faille 296 jours pour sauver 200 emplois. Ça devrait être beaucoup plus facile. On devrait avoir tous les pouvoirs publics autour de nous. Le problème, c'est qu'on est seul contre tous dans ces batailles-là. C'est ça qu'il faut changer. Zafia? Ouais, j'ai une question ou un commentaire en fait qui s'inscrit dans ce que tu viens de dire. C'est tout est à nous, rien n'est à eux, et tout ce qu'ils l'ont volé. Et la bataille pour sauvegarder son emploi, son travail, parce qu'en fait c'est un enjeu de vie ou de mort en réalité, pour vivre, quand on a une famille, etc. C'est d'autant plus actuel que le 28 mai, la CGT est revenue sur le nombre de PSE qui ont lieu en France, qui sont aux alentours de 400, si je dis pas de bêtises. C'est 300 000 emplois en France. Un PSE de plan, plan de sauvegarde de l'emploi, mais ça porte très très mal son nom. C'est les RH, en fait, qui ont appelé ça comme ça. Mais ce sont des plans de licenciement, ça n'a rien à voir en termes de sauvegarde de l'emploi, qu'on soit bien d'accord. Voilà, ça c'est dit. Merci. Mais ce que je voulais dire, et ce qui est important, c'est que ces batailles, elles ont lieu dans ce contexte-là. Je sais, est-ce que tu as envie de réagir? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Parce que c'est pas anodin comme contexte. Ben oui, et en fait, la CGT, donc depuis 1 an, tire la sonnette d'alarme sur la désindustrialisation. Nous avons lancé notre carte de France des plans de licenciement pour mettre fin au grand mensonge gouvernemental. Parce que quand même, jusque-là, ce qu'on entendait, c'est Emmanuel Macron qui se félicitait des milliards d'investissements et de tous les nouveaux data centers qu'il ouvrait en France. Bon leçon numéro 1, monsieur Macron, l'industrie, c'est pas les data centers. Et leçon numéro 2, aujourd'hui, maintenant, malheureusement, on supprime plus d'emplois industriels qu'on en crée. Et le problème, c'est que les plans de licenciement se multiplient. Donc ça a été notre première stratégie, rendre visible et casser le mensonge gouvernemental et le marketing. Et le deuxième point de la stratégie CGT, c'est de dire, nous ne sommes pas là pour le chèque. Nous ne sommes pas là pour l'opération pièce jaune du PSE où on va négocier la prime. Nous, on est là pour défendre l'emploi. Et donc, on refuse les licenciements et on construit des contre-projets pour garantir la reprise, l'avenir de l'outil de production, parce que c'est ça l'essentiel. Et quelque part, c'est aussi la bataille de la dignité. Nous, on n'est pas là pour mendier des primes de ces mêmes personnes qui, après, iront stigmatiser les chômeurs en disant que les chômeurs sont des assistés et des fainéants. Nous, on est là pour défendre notre droit au travail. C'est un droit constitutionnel, je le rappelle. Myriam, est-ce que tu veux intervenir? Tu veux intervenir ou pas? Sophie a dit beaucoup. C'est bon, il marche, ouais. Si, bon, ça marche? Ouais. Pardon, excuse-moi. Oui, Sophie et Thomas ont dit beaucoup de choses, mais c'est aussi l'irresponsabilité du gouvernement, puisque, comme l'a dit Sophie, la sonnette d'alarme a été sonnée il y a plus d'1 an. Et entre-temps, il ne s'est rien passé de la part du gouvernement. Il n'y a aucun plan d'action concrète qui a été mis en place. Et heureusement que la CGT et le monde du travail est là pour faire des contre-projets et puis pour pouvoir sauver les entreprises. Et heureusement que la CGT est là pour sauver l'industrie française. Alors, j'ai vu aussi que l'articulation entre l'écologie et l'emploi était un des grands enjeux du dernier congrès de la CGT. Comment vous articulez les deux? Vaste sujet, ça va être aussi un des grands enjeux de notre prochain congrès, parce que, en fait, c'est une question centrale qui explique d'ailleurs la montée de l'extrême droite aujourd'hui. Aujourd'hui, pour répondre aux défis environnementaux, il faut poser la question sociale, il faut transformer l'outil productif. Le problème, c'est que si on veut répondre à la question environnementale, il faut revoir le partage des richesses. On sait que la crise environnementale, elle n'est pas liée à l'humain, à l'anthropocène, elle est liée au capitalocène. Et c'est le problème du capitalisme qui crée cette crise environnementale. Et le souci, c'est que aujourd'hui, le capital refuse de revenir sur le partage des richesses. Et donc, les seules fois où on parle environnement, ça va être, par exemple, on va mettre en place des zones de faible émission pour les circulations en voiture, mais dans le même temps, on va laisser les constructeurs automobiles produire des véhicules électriques qui vont être vendus 30, 40, 50 000 euros, donc inaccessibles pour le commun des mortels. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'agir sur l'économie. Et donc, les seules fois où on traite la question environnementale, c'est en la mettant en opposition avec la question sociale et en culpabilisant la majorité de la population qui ne peut pas, du coup, avoir un comportement environnemental vertueux, entre guillemets. Pour répondre aux défis environnementaux, il faut agir sur la production. Et donc, par exemple, dans cet exemple-là, ce qu'il faut, c'est imposer aux constructeurs automobiles français de construire un véhicule électrique
économique en France, c'est possible. C'est ce que fait Nissan au Japon, qui produit un véhicule électrique qui est vendu autour de 15 000 € et qui est fabriqué au Japon. Renault et Nissan sont mariés. Donc pourquoi est-ce que Renault n'est pas capable de faire en France ce que Nissan fait au Japon? La seule différence, c'est l'État. C'est que l'État, en France, ne force pas Renault à faire ça. Et pourquoi est-ce que les constructeurs automobiles français sortent que des grosses voitures très chères? Tout simplement parce que c'est le choix des marges. Quand on vend des grosses voitures, on a beaucoup plus de marge. C'est ça le problème. Tu l'as abordé rapidement, mais on avait envie de t'interroger sur la mobilisation contre l'extrême droite. Lundi dernier, le Rassemblement national a réuni l'extrême droite européenne dans le Loiret. Toi, au même moment, tu étais à la contre-manifestation qui s'est tenue à Montargis. Pourquoi c'était important que la CGT soit représentée ? Non seulement la CGT a été représentée, mais c'est surtout la CGT qui a initié et qui a organisé. Et donc, je suis très fière de tout ce qu'ont fait les camarades de la CGT de Montargis en 3 semaines. C'était incroyable, avec une initiative qui a été très rassembleuse, qui a rassemblé très très largement. Et c'était indispensable de la faire parce que ce rassemblement des extrêmes droites européennes, c'était le musée des horreurs. Et ça montre que, contrairement à l'opération de ravalement de façade que tentent de faire Marine Le Pen et Jordan Bardella, l'extrême droite française n'a pas changé. Elle est toujours aussi raciste et violente. Dans ce rassemblement, on a quand même eu un certain nombre de dirigeants qui ont expliqué que en Europe, il fallait expulser massivement les immigrés et les déporter de leur pays, alors que la France, elle est multicolore et que le fait d'être français, c'est pas une question de couleur de peau. Certains ont expliqué que le fait d'être français, ça tenait au sang qui coulait dans ses veines et qu'il fallait avoir un sang français depuis plusieurs générations. Certains ont expliqué que toutes les personnes qui n'étaient pas blanches étaient potentiellement des violeurs. Voilà le type de propos qui ont été tenus dans ce rassemblement qui aurait dû être interdit. C'est une honte. Ces propos, ces comportements sont interdits. C'est de la violence raciste. On ne pouvait pas laisser faire ça sans réaction. Emilio ? Je voulais aussi le rappeler, il y a quasiment 1 an, jour pour jour, il y avait les législatives anticipées, les médias indépendants comme l'Humanité, Mediapart, Blast, Politis, Street Press, Fakir, la CGT, il y avait aussi Attaque pour le côté associatif, SOS Racisme, on organisait les grands meetings place de la République pour essayer d'empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ça, c'est sur le plan national. Mais on voit aussi la place de l'extrême droite, elle grandit, y compris au sein de l'entreprise. La CGT, il n'y a pas de raison qu'elle soit d'ailleurs différente. Il y a probablement des personnes qui sont encartées à la CGT qui aussi votent à l'extrême droite. Il y a des gens dans l'entreprise qui votent à l'extrême droite. Comment est-ce que concrètement, quels sont les leviers en fait possibles pour la CGT pour aussi, au plus près du terrain, empêcher cette montée de l'extrême droite? D'abord, ce qui a été aux élections législatives, on a eu un positionnement extrêmement clair. C'est toute la CGT qui s'est mise en ordre de bataille pour empêcher la catastrophe annoncée d'advenir. Et je suis vraiment très fière que grâce à la mobilisation syndicale, de la société civile, des médias indépendants, etc., on ait empêché cette catastrophe. C'est non seulement une grande fierté, mais c'est aussi un signal d'espoir. Ça veut dire que rien n'est jamais écrit d'avance et que c'est notre mobilisation qui fait la différence. Ensuite, ce qui était intéressant, c'est que nous, on a fait les comptes et suite à ce positionnement qui a été très clair, très fort et qui s'est décliné dans toutes les entreprises, on a perdu très peu de cartes. En fait, il y a très peu de personnes qui ont quitté la CGT. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce positionnement, il n'était pas nouveau. Nos 130 ans aujourd'hui et nos 130 ans d'histoire, ils ont été jalonnés par cette lutte contre l'extrême droite qui fait l'ADN de la CGT et qui a été permanent. En 1934, la CGT s'est battue pour empêcher aux ligues d'extrême droite d'accéder au pouvoir. Ça a permis d'avoir le Front populaire en 1936. C'est en référence à cette histoire-là qu'au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, la CGT a appelé à la constitution d'un Front populaire. On a été la cheville ouvrière de la résistance en France. On s'est battu en 1962 contre les généraux qui voulaient putcher la République, etc., etc. Donc ça, c'était logique et naturel. Et ce qui a été intéressant, au contraire, c'est que cette mobilisation, elle nous a permis de gagner pas mal de nouveaux syndiqués, de nouveaux et nouvelles syndiqués. Après, je suis tout à fait d'accord pour dire que l'extrême droite, elle est très dangereuse aujourd'hui parce qu'elle progresse partout, dans toutes les couches de la société, dans toutes les catégories de population et évidemment aussi sur les lieux de travail dans lesquels nous sommes.
Et donc, nous avons des débats très importants pour renforcer notre stratégie syndicale contre l'extrême droite. D'abord, la première chose, c'est de bannir le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Nous avons donc lancé une grande campagne intersyndicale sur les lieux de travail contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà. De faire en sorte que ces propos soient évidemment bannis de nos rangs et d'être très très clairs sur ces questions-là. Et puis ensuite, ce qu'il faut, c'est agir sur le terreau, ce sur quoi progresse l'extrême droite. L'extrême droite, elle prospère sur le déclassement. Le déclassement du travail qui ne paye plus, le déclassement de nos industries qui plient bagages pour partir à l'autre bout du monde, le déclassement de nos services publics qui ne sont plus à la hauteur. Et donc c'est à ça qu'il faut répondre pour battre l'extrême droite. Dire non ne suffit plus, il faut des perspectives sociales progressistes. Et donc on a besoin aussi que les forces politiques répondent et ouvrent des perspectives. On sait que l'extrême droite, elle prospère aussi sur les trahisons. On a parlé tout à l'heure d'ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est aussi la chronique des promesses non tenues. Arcelor, c'est Nicolas Sarkozy qui vient à Gandrange et qui dit « il n'y aura pas de licenciement ». 6 mois après, plan de licenciement avec la bénédiction de Sarkozy. Puis c'est à Florange, l'histoire qui se répète, avec François Hollande en 2012 qui s'engage à ce que Florange ne ferme pas, et en 2014 qui laisse Florange fermer sans nationaliser ArcelorMittal, alors que c'est ce à quoi il s'était engagé. Donc c'est aussi sur ces trahisons que l'extrême droite progresse. Je le dis, face à l'extrême droite, nous avons besoin d'avoir un camp progressiste, une gauche, qui a le courage d'affronter le capital et d'affronter les puissants. C'est ça qui fait la différence. J'ai envie de réagir parce qu'en fait, je pense que l'extrême droite prospère non seulement sur les trahisons, mais aussi malheureusement sur les défaites. Et je vois bien qu'en tant que militante antiraciste, quand il y a une défaite du camp social et du mouvement ouvrier, c'est aussi une aubaine pour l'extrême droite et pour les médias bourgeois pour faire en sorte que le racisme et l'islamophobie divisent encore un peu plus la classe, pour faire en sorte que la colère sociale se détourne sur les personnes musulmanes de ce pays. Et là, effectivement, on ne peut pas penser sans penser à la défaite sur la réforme des retraites et à l'imposition le 49.3 malheureusement. Et la question que je pose, c'est quelle perspective de victoire on a après la réforme des retraites? On a beaucoup agité la question de l'unité. On voit que la simple unité ne suffit pas. Il y a une question stratégique derrière et c'est profondément relié avec la lutte contre le racisme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'extrême droite, elle prospère sur une forme de fatalisme de classe, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on ne pourrait pas gagner face au capital, et donc le conflit se décale dans notre classe, et donc en fonction de la couleur, de la religion, etc., etc. Et donc, contre l'extrême droite, on a besoin d'ouvrir des perspectives, de donner de l'espoir, de montrer que nos luttes payent. C'est pour ça que la CGT a une stratégie des luttes pour mettre le paquet sur des luttes emblématiques et les mener à la victoire. C'est ce qu'on a fait sur la fonderie de Bretagne, sur la chapelle d'Arblay, sur le conflit de Verbaudet, par exemple, aussi sur les femmes de chambre du Campanile de Suresnes qui ont gagné, qui viendront ce soir pour raconter cette victoire-là. Et c'est toutes ces victoires qui donnent le courage et ouvrent des perspectives et qui n'auraient pas été possibles si on n'avait pas mis le paquet tous ensemble, parce que la mobilisation de ces salariés était exemplaire, ils étaient à leur niveau maximum de grève, en durée, en intensité, mais face à la radicalisation du patronat, c'était bloqué. Donc ça, c'est la première chose de nos stratégies, multiplier les luttes gagnantes pour que ça dynamise la syndicalisation et ça donne envie à d'autres salariés d'entrer dans la bataille. On voit par exemple la force de l'action des dockers et des portuaires de Fos. Bah ça, c'est une dynamique géniale pour le mouvement social. Ensuite, quelle stratégie sur... On peut les applaudir. Quelle stratégie sur la question des retraites? Eh ben, c'est ne pas lâcher. Ne pas lâcher, c'est ce que fait la CGT. On a gagné le 5 juin dernier que l'Assemblée nationale vote enfin sur la réforme des retraites. Ça fait 2 ans et demi qu'Emmanuel Macron empêchait ce vote. Il a eu lieu le 5 juin dernier et il a été sans appel. 198 députés ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites et il y en a 35 qui n'étaient pas d'accord. Bon, voilà, c'est dur d'être minoritaire, je les plains, mais le résultat était sans appel. Donc
ça, c'est un camouflet pour le gouvernement. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Un certain nombre de médias et de ministres, d'ailleurs, ont dit « Ah non, mais tout ça, c'est un vote symbolique ». Bon, s'ils pensent que les députés sont symboliques, moi je leur rappelle que c'est les députés qui ont censuré le précédent gouvernement et que les gouvernements ne tiennent que parce que les députés ne les censurent pas. Donc maintenant, j'appelle les députés à se faire respecter, à faire respecter leur vote et à exiger que le gouvernement abroge la réforme des retraites. Et quand tu es reçu à Matignon ou à l'Élysée et que tu demandes au chef de l'État, au Premier ministre d'organiser ce référendum, ils te répondent quoi? C'est quoi leur argument? Vous l'avez vu en direct avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'argument en fait. Il n'y a pas d'argument. Le seul argument, c'est ça coûte trop cher. Donc nous, on a une série de propositions. En fait, ça coûte 10 milliards d'euros l'abrogation de la réforme des retraites. Et donc, on a une longue série de propositions. Si on faisait l'égalité salariale et professionnelle, ça financerait au moins la moitié de l'abrogation de la réforme des retraites. Si on taxait les dividendes et qu'on les faisait contribuer au même niveau que le travail, là, on pourrait quasiment financer la retraite à 60 ans. On peut aussi soumettre à cotisation tous les revenus du travail, à savoir les primes, l'intéressement, la participation sur lesquels on ne cotise pas. Voilà, c'est plein de propositions très simples qui seraient loin de couler le pays et qui permettraient de financer immédiatement l'abrogation de la réforme des retraites et à moyen terme même le retour de la retraite à 60 ans parce que c'est notre objectif. Thomas, je me tourne vers toi. Parce que la lutte contre l'extrême droite, tu m'as dit que ça se passait aussi par les délégués syndicaux de manière très concrète dans les entreprises. Comment on fait pour lutter contre l'extrême droite sur le terrain? Il y a ce qui a été évoqué, on mène une campagne contre l'extrême droite et l'antisémitisme d'ailleurs, avec une campagne d'affichage dans les entreprises sur les panneaux syndicaux. Vous savez que si vous vous syndiquez à la CGT sur cgt.fr, vous pouvez le faire. Si vous organisez collectivement, vous pourrez avoir une section syndicale, donc un panneau syndical à l'intérieur duquel vous pourrez mettre ce que vous souhaitez collectivement, ce que la section syndicale ou le syndicat de l'entreprise souhaite mettre, et notamment, donc, on fait de l'affichage sur le sujet. On a décidé de mener une campagne au long cours sur celui-ci, et puisque ça a été à plusieurs reprises évoqué dans l'émission, y compris quand c'était le plus compliqué, juste avant le vote, on a pris nos responsabilités pour expliquer que l'extrême droite, c'est la pire ennemie des travailleurs, que systématiquement ils sont contre l'augmentation du SMIC, ils ne la votent jamais, mais ils sont aussi contre le droit à l'avortement et ils soutiennent l'extrême droite de la planète. C'est d'ailleurs la position de Marine Le Pen avec Netanyahou. Donc on essaie de développer des arguments simples qui montrent l'imposture sociale de l'extrême droite, la pire ennemie des travailleurs, l'ami des dictateurs, et autour de ça, autour de la machine à café, des tracts, en écoutant les salariés, et c'est un des éléments qui détermine le changement de vote, de discussion. Plus on discute et on échange, plus on se comprend et plus on peut sortir de ce poison de la division qui fait le jeu des patrons. Myriam, dans la question de la lutte contre les discriminations, on voit bien qu'il y a aussi une articulation avec le combat pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Oui, tout à fait. Alors, en entreprise, et les copains et copines l'ont dit, il s'agit de démonter l'imposture sociale du Rassemblement national, de démonter aussi le fait que l'extrême droite, non, n'est pas féministe. Et d'ailleurs, on a du mal à partir depuis quelque temps avec des actions violentes de l'extrême droite et notamment du collectif Némésis, qui se dit féministe, mais qui utilise son féminisme pour être raciste, en fait, pour dénoncer les personnes d'origine étrangère ou présumées étrangères comme étant des personnes violentes envers les femmes. Donc voilà, et moi je voudrais redire à quel point la présence du syndicalisme, elle est centrale dans la lutte contre l'extrême droite, puisque l'extrême droite, et là j'ai donné l'exemple avec le collectif Némésis, l'extrême droite agite les peurs, et agite les peurs de l'autre. Et le syndicalisme est un antidote à ça, puisqu'en fait, il nous rapproche, il nous rassemble, et c'est donc c'est l'enjeu, et c'est avec cette responsabilité lourde que la CGT est à chaque fois au rendez-vous de l'histoire pour combattre l'extrême droite. Emilio ? On en parlait il y a un an, le nouveau Front Populaire naissait. La CGT a pris sa part, et quelle part dans le nouveau Front Populaire, chose qu'elle ne faisait pas jusqu'ici, c'est de prendre vraiment position aussi ouvertement en faveur d'un camp. On est un an après. Le nouveau Front Populaire a un peu fait long feu. Les partis aussi, parce que 2027 se rapproche, s'écartent les uns des autres. Est-ce que toi, tu es déçu tu es déçu des partis du nouveau Front Populaire après l'espoir qu'il a soulevé quand même? On doit le rappeler, l'année dernière, tu parlais de trahison juste avant. Est-ce qu'on est devant une trahison des électeurs de gauche là?
Ce que je veux souligner d'abord, c'est que le premier responsable, c'est Emmanuel Macron. Et c'est encore une fois très très grave ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est qu'ailleurs en Europe, il y a plein d'autres élections dans lesquelles il n'y a pas de majorité claire qui sort. Et dans aucun autre pays, il se passe la même chose qu'en France. C'est-à-dire, dans tous les autres pays, le chef de l'État appelle le parti arrivé en tête et lui demande en premier de tenter de constituer un gouvernement et d'aller le présenter devant l'Assemblée. Et depuis 1 an, Emmanuel Macron a systématiquement refusé de faire ça. C'est extrêmement grave d'un point de vue démocratique, et c'est quand même très grave. Après le violent camouflet qui a été infligé à Emmanuel Macron dans la rue et ensuite dans les urnes, que ça soit encore son extrême minorité présidentielle qui soit au pouvoir et qui soit au gouvernement aujourd'hui. Et donc ça, encore une fois, en faisant cela, il déroule encore une fois le tapis rouge à l'extrême droite. Alors après, par contre, j'ai aussi un message pour la gauche, c'est que nous sommes battus ensemble pour l'unité, en disant, face à l'extrême droite, unité. Moi, il y a un poète que j'aime beaucoup, c'est Louis Aragon, qui dit « Quand le blé est sous la grêle, fou qui fait le délicat ». C'est le poème « La rose et le réséda ». Ça veut dire qu'il faut s'unir, quelles que soient nos différences, parce que l'extrême droite, c'est trop grave pour qu'on se paye le luxe de division. Et aujourd'hui, c'est triste à dire que les manœuvres d'appareil prennent le dessus et que les partis de gauche soient centrés un peu sur leur nombril quand même, à se demander qui sera candidat ou candidate à l'élection présidentielle. Nous, on a envie de leur dire, c'est pas notre sujet. Un bon programme qui nous ouvre des perspectives, une personne qui rassemble, et on y va. J'ai une dernière question pour toi, Sophie. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la CGT pour les 130 ans qui viennent ? Beaucoup de luttes, évidemment, et puis surtout beaucoup de syndiqués. Aujourd'hui, on a 600 000 syndiqués. 600 000 syndiqués, c'est déjà super, parce qu'en France, on est une des organisations qui a le plus d'adhérents. Mais en fait, par rapport à 20 millions de salariés, c'est très faible. Et déjà, avec ces 600 000 syndiqués, on fait des choses absolument géniales, incroyables. Qu'est-ce que ça serait si on était 1, 2 ou 3 millions ? Donc c'est l'objectif qu'il faut se donner. Il faut syndiquer nos collègues, syndiquer nos amis, syndiquer nos proches et leur dire que ce qui est génial dans le syndicalisme, c'est que nous, c'est pas un engagement délégataire en fait. On ne se syndique pas pour soutenir des grandes idées, soutenir de grands tribuns, des gens extraordinaires, etc. Non, pas du tout. On se syndique pour s'organiser nous-mêmes, pour s'émanciper nous-mêmes, pour se libérer nous-mêmes, pour relever la tête face au patron et reprendre en main nos vies. Et ça, c'est super parce que c'est hyper émancipateur et ça permet de reprendre toutes les choses en main. Donc, syndiquez-vous, organisons-nous et reprenons les choses en main. Je voulais finir par revenir encore une fois sur l'action des dockers de Fos-sur-Mer et des portuaires de Fos-sur-Mer parce que je trouve qu'elle est emblématique de la force du syndicalisme. L'histoire, c'est quoi ? C'est des gouvernements occidentaux qui font l'autruche et qui refusent d'agir face à ce qu'aujourd'hui on peut nommer un génocide. Et l'histoire, c'est des travailleurs et des travailleuses qui s'organisent pour, à partir de leur travail, empêcher cette tuerie et ce massacre. Et donc, les dockers et les portuaires de Fos-sur-Mer qui ont refusé de charger les armes pour Israël, d'abord ça, on les applaudit. C'est en train de se passer, c'est le cas dans tous les ports français, donc je le dis, il n'y a aucun chargement d'armes qui pourra quitter la France, les dockers et les portuaires n'en laisseront aucun partir. Mais ensuite, ce qui est super, c'est que cette action, elle fait tache d'huile, et elle fait tache d'huile par en bas. C'est ça qui est super dans le syndicalisme. Qui est-ce qui a embrayé derrière ? Les dockers italiens à Gênes. Qui est-ce qui a embrayé ensuite ? La CGT des douanes qui a interpellé Bercy en disant « il faut empêcher les exportations d'armes ». Qui est-ce qui a embrayé aujourd'hui ? Les travailleurs et travailleuses de l'aéroportuaire à Roissy qui ont dit « nous ne voulons pas charger d'armes dans les avions à destination d'Israël ». Et donc, aujourd'hui, je lance un appel. Nous pouvons, chacune et chacun, à partir de notre travail, je suis sûre, il y a plein de choses que nous pouvons faire pour stopper cette folie meurtrière et ce génocide. Par exemple, les salariés de ST Microelectronics, c'est une entreprise qui fabrique des puces
ont interpellé leur direction en exigeant que l'argent de leur épargne salariale ne serve pas à financer les armes israéliennes. Voilà le type d'action que nous pouvons toutes et tous mener dans nos entreprises pour répondre à l'appel des dockers et des portuaires de Fos-sur-Mer. Merci beaucoup Sophie Binet. Un tonnerre d'applaudissements pour Sophie Binet. Merci.